Bonjour à vous en cette fin d'année 2024, l'occasion de vous faire redécouvrir le meilleur de nos invités sur Entre vous et moi avec la chef d'orchestre Zaya Ziwani que vous avez probablement découverte lors de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris cet été. Également l'astronaute Jean-François Clairvoy qui nous parle de sa philosophie de vie. Nous allons également redécouvrir Jeff Panaclock qui va évoquer sa rencontre joyeuse et très inattendue avec sa marionnette fétiche Jean-Marc dans un magasin de magie. Philippe Croison qui a été amputé des 4 membres et qui nous livre cet hommage bouleversant pour Susanna, son épouse, qui lui a permis de réapprendre à aimer, à s'aimer soi-même et à aimer la vie également. Marion Cramp, qui est une artiste hors du commun, qui nous fait découvrir son univers de la pole dance, mais tout de suite, redécouvrez cet instant magique entre Charlotte Denot et Lara Fabian, qui vont chanter toutes les deux, mais qui racontent justement ce lien unique qu'elles ont créé pour la première fois, première rencontre et premier coup de foudre professionnel. Voilà, c'est sur Entre vous et moi, le meilleur best-of de Noël. Et ça donne aussi cette reprise avec Lara Fabian. Qu'est-ce qui s'est passé là? Lara Fabian venait pour effectivement la promo, mais en plus, on le savait, avait sa voix un peu fragile. Et je m'étais dit au début, je vais chanter avec elle. Puis j'apprends que c'est peut-être pas sûr. Bon, je la croise juste avant le début de l'enregistrement. Je la vois, mais de si proche. Je la trouve magnifique. Elle est comme dans mes souvenirs de gosse où je la voyais de loin sur scène et je m'approche. Vraiment, mais tu sais, vraiment, j'ai 14 ans que je dis « Bonsoir Lara ». Rose, toute avec ma fiche comme ça, Bristol, quelle époque, je suis pas encore du tout habillée, tu vois, on n'a pas fait le pré-générique et tout, machin. Elle lève la tête, elle me dit « Bonsoir Charlotte ». Oh, je lui dis « Elle connaît mon prénom ». Oh putain, je suis pas bien. J'adore, tu sais, je sais pas. Elle me dit « Tu me diras ça tout à l'heure ». Oh d'accord. Et tu sais, elle a une voix si douce, si tendre, si enveloppante. Et bref, j'arrive en plateau et je me fais moi-même avoir parce que je sens que l'émotion... Elle monte. Je la vois, elle est hyper connectée à ce moment-là. Elle a un regard si puissant, si sincère. Ça monte. Je la vois, elle aussi, qui essuie des larmes. Je me dis... Oh, il y a un moment suspendu et donc je finis ce speech-là et je me dis ok, bon, du coup je lui dis on va te chanter une chanson avec Zoé et je demande à Lara Fabian, je dis vous pouvez peut-être nous aider, c'est quoi déjà la note? Elle pige direct, elle me fait c'est pour tuer mon autre. Je dis ouais. Je la vois qui me donne la note, je trouve la mienne et elle a ce petit geste de j'y vais, on y va, de respiration, et on commence à chanter. À ce moment-là, c'est un tunnel, il n'y a rien autour. Il n'y a qu'elle, je la vois, il se passe un truc qu'on n'a pas du tout répété, qu'on n'a pas anticipé, que du coup j'avais prévu de faire avec Zoé. Zoé, hyper intelligente, toute mignonne, qui ne cherche pas à s'imposer, qui a cette pudeur et cette intelligence émotionnelle de faire c'est leur moment. Et tu la vois, elle se met comme ça. Et c'est ok. Et à ce moment-là, c'est waouh, incroyable. Et on finit la chanson, je la vois qui se lève et d'un élan de générosité, de bienveillance, de sincérité, d'âme à âme. Tu vois, il y a un truc de... Et vraiment, on se prend dans les bras et derrière, on s'est envoyé quelques messages et ouais, ça fait partie des rencontres, une fois de plus, qui bouleversent. Et c'est comme ça que je découvre dans mon écran de télé Zaya, qui est chef d'orchestre à la cérémonie de clôture des JO. Et je me dis, ah la cachotière, je comprends maintenant pourquoi elle ne nous a pas répondu au printemps, où tu as la liberté aussi de présenter une Marseillaise magistrale. Bon, maintenant que c'est passé,
Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé tout ça? Ah oui, alors c'est vrai que c'était une grande surprise. Alors, en plus, c'était d'autant plus un peu frustrant pour nous parce qu'on ne pouvait pas l'annoncer avant. Voilà, on était soumis à la confidentialité. Et je dois dire que ça a été une super belle rencontre parce qu'ils ont été bluffés par l'orchestre, par notre énergie, notre dynamisme, notre talent aussi. Et notre capacité surtout à être innovant et à être curieux. Et puis en plus, le Stade de France, c'est chez nous, hein, c'est à quelques mètres de l'auditorium de Stein où on s'est rencontrés, où l'orchestre répète régulièrement. Et donc pour moi, c'était important qu'on puisse en faire partie. On a eu l'occasion pendant plusieurs mois de préparer cet événement. Et ensuite, de façon très concrète, pendant la période des Jeux, de répéter dans le Stade de France. Alors on répétait la nuit puisque le jour, il y avait les compétitions. Alors c'est vrai que quand tu répètes la nuit et que tu es sur la piste où vient de se courir la course du 100 mètres, par exemple la finale du 100 mètres, que tu es en plein dans le Stade de France, tu dis waouh, on est dans un stade olympique, on va faire partie de cette aventure. Et je dois dire que j'étais aussi très heureuse de jouer cette Marseillaise qui a été arrangée par Victor Lemann. Et c'est vrai qu'il m'a dit Zaya, moi j'aimerais bien faire ce pari-là qu'on joue pas la Marseillaise habituelle, mais qu'on joue celle-là. Je lui dis, écoute, ouais, Banco, on y va, on te suit, on a travaillé ensemble à l'interprétation pour qu'elle soit vraiment belle. Le public nous a tellement redemandé qu'on l'a rejouée quelques temps après à la Philharmonie de Paris. Et je dois dire que ça fait partie de nos gros tubes de l'été, là. Elle a pensé quoi, la petite fille de Pantin, quand tu étais là, que tu étais dans ce stade en train d'orchestrer la Marseillaise? Elle s'est dit quoi, la petite Zaya? En fait, je me suis dit, Zaya, tu as eu raison, et que si je devais refaire la même chose, je crois que je referais le même parcours. J'ai eu beaucoup de réussite dans mon parcours, mais j'ai aussi quand même beaucoup de difficultés. Et franchement, encore aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Mais souvent, je dis que 90% de mon temps, je fais des tâches et des choses qui ne sont pas toujours rigolotes à faire, mais pour les 10% qui restent, franchement, ça vaut le coup. Et je me suis dit, voilà, j'étais là, il y a beaucoup de personnes qui ne pensaient pas que j'allais réussir, qui ne pensaient pas que Divertimento allait réussir. On est arrivé, on a fait la clôture des Jeux, on a été vu dans la planète entière. Ouais, c'est une belle reconnaissance. Et pour moi, maintenant, c'est passé. Et je me concentre sur d'autres objectifs et j'essaye toujours de faire en sorte que l'humilité, c'est hyper important parce que dans notre métier, la musique, elle reste toujours belle, mais elle va rester toujours aussi délicate et difficile à jouer. C'est pas parce que tu fais la clôture des Jeux que tout est acquis et non, au contraire, après, voilà, on redevient humble et on se remet à travailler parce qu'il y a encore plein d'autres choses à réaliser derrière. 675 heures dans l'espace. Mais c'est marrant, on ne ressent pas du tout en heures. En orbite, peut-être, ça parle un peu plus, parce qu'on fait 16 tours du monde par jour. Donc on voit 16 levées et 16 couchers de soleil par jour. 32 levées couchers de soleil par jour. Et ça, c'est cool quand même. Ah, c'est cool. Parce que ça se lève vite, ça se baisse vite. Et les couleurs, les ombres, tout ça, ça change. C'est un moi, j'aime bien dire, c'est un tableau plus beau que le plus grand des tableaux peints par le plus grand des peintres de l'histoire. La question du sens à donner à la vie. Je ne peux pas imaginer que tu ne te sois pas posé la question de te dire, mais ça vient d'où, tout ça? Comment c'est possible? Alors évidemment, il y a les théories de Darwin, donc évolutives, les hasards de l'évolution et des bugs lors des transformations. Ouais. Et puis il y a la question d'un créateur. Oui. Toi qui l'as vu moi, j'ai été élevé catholique, mais je ne suis pas fondamentalement croyant au fond de moi-même. Je n'ai pas ressenti la foi comme des collègues astronautes qui ont la Bible sur eux en permanence, même en vol. Mais j'ai du mal à accepter l'idée que ce soit un pur fruit du hasard comme ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la réponse à la question, c'est quoi si ce n'est pas le hasard, quoi. Mais je préfère croire que c'est autre chose que le hasard, parce que ça a l'air tellement bien réglé, et avec tout ce que j'ai lu en exobiologie sur l'origine du vivant, l'évolution du vivant, que je me dis quand même, j'aimerais de mon vivant avoir un début de commencement de réponse à la question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ou pas, et comment c'est arrivé, quoi. C'est quand même fascinant, c'est une question fascinante de savoir pourquoi on est là. Tu crois qu'on le saura un jour? Si on croit à une autre existence après la vie charnelle sur Terre, alors
on le saura peut-être dans l'autre monde. Mais pour ceux qui sont vivants, faits de molécules chimiques, je pense que ce sera difficile. Mais il faut accéder à des dimensions supérieures de juste la matière. Et je ne sais pas, moi j'ai des ressentis, j'ai des préférences, j'ai pas de croyances. Hein, je préfère l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers, mais je trouve que c'est une question fascinante et qui peut aider à rassembler les humains. Pourquoi serions-nous seuls? Les extraterrestres? C'est une manière de se les figurer, en fait, c'est ça? On n'en a pas rencontré, mais j'aimerais bien. D'ailleurs, une question que je me pose, c'est est-ce qu'un extraterrestre qui vient d'ailleurs, il découvre la Terre pour la première fois, est-ce qu'il la trouverait belle comme nous ou pas? Est-ce qu'on est programmé pour trouver notre propre planète belle? Ou est-ce que c'est beau dans l'absolu? Ou est-ce qu'il y a d'autres planètes qui sont encore plus belles? E.T. avait adoré. Hein. Ah oui. Donc, il voulait même oui, mais rester. quand même maison. Hein. Mais rentrer maison. E.T. Tu disais tout à l'heure que la Terre en tant que telle serait toujours là. Parce que tu penses qu'un jour on ne pourra plus habiter sur Terre? Ah oui. D'accord. Ça c'est 100%, Pas demain, hein. C'est écrit. C'est-à-dire que la Terre, il lui reste un peu plus de 4 milliards d'années à être en orbite autour du Soleil. Mais dans 1 milliard d'années, au plus tard, et probablement avant, le Soleil, dans son évolution, rendra la Terre trop chaude pour que quelque forme de vie que ce soit puisse exister sur Terre, sous Terre, dans les océans, nulle part. Donc un jour, c'est écrit, il n'y a plus non seulement d'humains, mais de vivants tout court sur Terre. Et ça n'est pas lié du tout à ce qu'on appelle le réchauffement climatique, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut nous causer des gros dégâts. Ça ne va pas éteindre l'humanité. Accélérer. Mais ça peut créer des grosses catastrophes humanitaires, etc. graves, dans un terme beaucoup plus court que ce que la nature a prévu. Dans quelques centaines de millions d'années, il n'y a plus d'humains sur Terre. Mais si on n'est pas raisonnable, peut-être que dans quelques centaines ou milliers d'années, il n'y a plus d'humains parce qu'on s'est mal débrouillé. Ça veut dire qu'il Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vivants. Parce que les scarabées, les araignées, les scorpions, eux, ils résistent à des extrêmes de température, de radioactivité, le tardigrade. On en envoie parfois des colonies dans l'espace pour faire des expériences. C'est un animal terrestre, le tardigrade, qui fait 1/10 de millimètre. Il est mignon, ce petit animal. Mais on le met dans le vide, à l'extérieur, par milliers, hein, dans des conteneurs qui ne sont pas étanches. Son corps est soumis au vide. Son corps varie en température de moins de 100 à plus de 100 degrés. Il survit. Incroyable. Il survit. Il survit au vide spatial et aux UV qui seraient mortels pour l'être humain en quelques dizaines de minutes, si on n'avait pas nos filtres ultraviolets sur nos hublots. Donc c'est quand même dingue. Le jour tu bosses, la nuit aussi tu bosses, mais pas dans le même domaine puisque tu fais des spectacles de magie. En fait, c'est ça. Ça commence comme ça. C'est ça, je suis passionné de magie. J'ai un copain magicien qui joue dans un cabaret à Paris qui s'appelait Le Canotier du Pied de la Butte. Et, à Montmartre. Et donc il me dit viens me voir jouer, il y a un spectacle, etc. Il y a plusieurs artistes et tout, donc on y va quoi. Je vais voir mon pote à la base. Et là, arrivent David, Michel et Nestor, et je me dis mais c'est quoi ce truc? Parce que c'est vrai que on ne s'intéresse pas vraiment au premier abord à la ventriloquie. Aujourd'hui, ça semble banal parce que je suis là. Tu as dépoussiéré le genre. Il y a d'autres talents qui arrivent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était, on va dire, ringard, quoi. Mais bien, quoi. Ouais. Donc, je vois ce David Michel qui fait donc un sketch, qui commence à vanner les gens, etc. Et le personnage, je me dis, mais il y a quelque chose à faire avec ça, quoi. Il tient un truc, il tient quelque chose qu'il faut qu'on pousse, quoi. Je sais pas, je pense que c'est déjà le côté duo. Ouais. Encore une fois, moi j'ai toujours adoré l'humour, les humoristes, mais j'avais pas le cran de monter sur scène tout seul. Donc je me cachais avec les tours de magie et puis là, d'un seul coup, je vois ce Nestor là et il lui fait dire ce qu'il a envie de faire. Alors moi, j'ai poussé un peu le bouchon après derrière, mais déjà c'était assez osé avec Nestor. Et donc je suis allé le voir à la fin du spectacle et je lui ai dit mais comment on fait quoi? Et il m'a juste dit il faut travailler. Alors t'as fait comment? Travailler, ok. Devant le miroir, c'était quoi? Non, je suis monté sur scène. Alors vraiment, j'y suis allé
mais comme un imposteur. C'est-à-dire que j'ai trouvé mon Jean-Marc dans une boutique de magie à Paris. Ça s'est passé comment alors, la rencontre avec Jean-Marc? Et ben, je suis allé dans une boutique de magie où j'avais l'habitude de me fournir en tour de magie. Et je lui ai dit, il me faut une marionnette. Donc il m'a dit, bah tiens, il y a un singe. Ouais, tout bêtement. Singe orange, lui Singe. là. Ouais, il était marron clair, quoi, mais bon, orange. Et il ressemblait pas du tout à mon Jean-Marc d'aujourd'hui, évidemment. Et donc, je lui ai dit, bah, je veux prendre. Voilà, comme je faisais d'habitude, j'ai acheté plein de tours de magie dont je ne me servais pas. Et donc, le patron me connaissait bien, parce que j'avais l'habitude de rester des après-midi entières dans ce magasin de magie. Et donc, il me vend cette marionnette, en se disant, bon, de toute façon, il va revenir pour acheter autre chose la semaine prochaine, quoi. Et ce patron de magie s'appelait Jean-Marc. Il s'appelle toujours d'ailleurs. Ok. Ce patron de magasin s'appelait Jean-Marc. Et donc, il me dit, tu vas l'appeler comment? Je dis, bah, hey, Jean-Marc, tiens. Non. Voilà. Donc ça encore, ça part d'une blague. Hein. et je rentre chez moi, et j'avais déjà un spectacle de prévu le week-end d'après, mais vraiment que de magie. Et j'ai appelé le mec qui a organisé les spectacles qu'on faisait. Alors, c'était des petits spectacles de mariage et des choses comme ça. Et je lui dis, est-ce que tu crois que je pourrais intégrer un numéro de ventriloquie? Et il me dit, depuis quand t'es ventriloque? Oh, bah, j'ai acheté une marionnette la semaine dernière. Tu rigoles, quoi. Et donc, j'ai écrit 3 phrases, 4 morceaux de phrases pour faire un sketch. Et j'y suis allé, quoi. Ok. Alors, je t'écoute. Alors, je vais essayer, tu vois. Alors, ça a l'air super facile, quoi. Ouais. Tu fais comment? Alors, j'ai lu des bouquins un petit peu pour travailler le truc. Ouais. Mais non, surtout, je me suis jeté dans la gueule du loup. Mais clairement, alors, c'était catastrophique. Mais déjà, dans un mariage avec des gens bourrés, ça passe beaucoup mieux. Personne ne voit que ça bouge. et puis, je crois que les gens ont aimé l'univers, quoi. J'y suis allé vraiment, comme ça, à la one again, en me disant, au pire, ça marche pas, quoi. Et les gens m'ont dit, ah, c'est génial ce que tu fais avec Jean-Marc. Et donc, je me suis dit, bah, je vais persévérer, je vais continuer. Et finalement, mon école, et ça paraît gros de dire ça, c'est comme si quelqu'un arrivait sur scène sans savoir jouer du piano et puis se dit, bah, je vais faire plein de spectacles, et puis au bout d'un moment, je saurais jouer, quoi. Et mon école, ça a été l'école de la scène, quoi. J'ai appris sur le tas. Et voilà, plus je montais sur scène et plus ça s'améliorait. C'est le regard d'amour de Susanna aussi qui t'a permis d'accepter le tien? Ouais, et puis le regard de mes enfants, la famille, tous ceux qui ont été autour de moi. Mais c'est vrai que Susanna, il y a eu un truc de fou, c'est que je suis très abîmé du côté gauche. D'accord? Là, le bras droit, ça va. Bon, le mec, il abuse, le bras droit, ça va. Mais le bras gauche, c'est un peu plus abîmé. Et c'est vrai que la première fois qu'on s'est mis l'un à côté de l'autre avec Susanna, la première chose qu'elle a fait, elle a caressé mon bras et elle lui a fait un bisou. Bon, autant dire que je pleurais. C'était terminé, on ne pouvait pas aller plus loin parce que on était parti pour aller faire l'amour, tu vois ce que je veux dire. On allait avoir un moment de partage. Mais le fait qu'elle caresse mon bras et qu'elle lui fasse un bisou, c'était terminé. Je me suis effondré. Elle m'avait apporté un moment de joie intense. Un moment de plénitude, mais de fou, quoi, de plénitude. En une fraction de seconde, tout venait de s'effacer. Elle acceptait ton corps aussi. Mais ouais, on était dans son acceptation et dans mon acceptation. J'avais le trouillomètre à 0, j'étais en panique totale. Et le fait qu'elle fasse ça, je me suis effondré. Offrir ce corps qui n'est plus le tien, que tu as adopté, je ne sais pas quel est le terme. Non, c'est bien, j'ai adopté, mais maintenant c'est le mien. Il a fallu le temps que je l'accepte, mais maintenant c'est vraiment mon corps. Ouais. Et l'offrir à celle que tu aimes, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Dans ta tête. C'est un volcan. J'ai peur, je ne suis pas bien du tout. Enfin, je suis dans une panique totale. Et je ne le montre pas, parce qu'il ne faut pas le montrer, ainsi de suite, parce que là, il va y avoir ce moment de partage, et c'est Susanna qui prend les devants. Et qui enlève mon t-shirt, on s'allonge, elle caresse mon bras et elle fait un bisou. Et là, il va falloir quelques jours avant qu'on revienne, parce que là, je suis tellement parti loin que non, c'était dur. C'était costaud. Elle venait de me libérer. C'est comme un bébé qui... Ouais, exactement. Exactement. Tu arrives au monde une nouvelle fois. Ouais. C'est-à-dire que le Philippe d'avant disparaît, mais vraiment un coup de baguette magique, pam,
C'est le nouveau qui arrive. Bon, il va falloir du temps, il va falloir travailler, mais en une fraction de seconde, tout vient de disparaître parce qu'il y a eu ce bisou. C'est juste fou. Hein. Ça aurait pu être un bisou sur la bouche. Il n'y aurait pas eu le même effet. Elle a fait un bisou sur moi. C'est juste dingue. Quel pire, c'est ce que je voulais pas voir dans le miroir. C'est le truc que j'ai refusé de voir pendant 10 ans dans le miroir. C'est ce bras gauche. C'est juste, c'était pas possible. Donc en une fraction de seconde, elle l'a fait effacer. L'amour, alors c'est hyper con de dire ça, mais moi je m'en fous parce que j'y crois à fond. Ouais. L'amour peut sauver? Ah mais c'est pas ça peut. C'est le remède absolu. Ben, alors, on le voit bien, de toute façon, dans toutes les histoires d'amour, on dit qu'on déplace des montagnes. Bon bah là, je l'ai dit tout à l'heure, Susanna, elle m'a pas donné des ailes avec l'amour, elle m'a donné des palmes. La rencontre avec le pole dance, fin 2006. Une amie t'invite à monter à Paris. Avec cette dame-là. Avec Laurence. C'est la première fois que je fais de la pole dance avec Laurence. Donc dans un studio à Paris. Ouais. Là, est-ce que toi aussi, le premier contact que tu as avec le fameux mot pole dance, ça signifie quelque chose de sensuel? Alors carrément. Un peu sexué, un peu. Alors pas du tout. Underground. Underground, mais pas du tout sexué. Mais par contre, c'est important, c'est que le cours se déroule au Pink Paradise, qui est un club de striptease. Je crois que l'underground m'a attirée parce que c'était pas quelque chose où on s'en fout de qui tu es en fait. Ouais. Donc il n'y a pas de case. Pas de case. Tout de suite, j'ai adoré. Et c'est fou comme, par exemple, danser au sol, ça a toujours été compliqué. Et d'un coup, j'ai pu prendre mon envol. Le côté un peu noir, hein, underground, c'est-à-dire ce qui se cache derrière. Ouais. Est-ce que effectivement, il te fallait ça, il te fallait cette discipline, si on pense à l'effeuillage, si on pense au striptease, est-ce qu'il fallait que tu te mettes à nu? Ouais. Dans tous les sens du terme. Parce que même dans mon rapport au corps, la pole dance, c'est un truc assez incroyable et je crois que les gens qui l'expérimentent, ils sont tous unanimes, tous et toutes. On est obligé, pour pratiquer, d'être avec la peau apparente. Donc du coup, on n'a pas le choix. Pour que ça accroche. Adhère, c'est ça exactement. Adhère, ouais. On n'a pas le choix d'être demi-nu. Et la question de ton corps, tu dis c'est la première fois que j'acceptais mon corps. Non, pas que j'acceptais, mais j'ai été face à ce corps à moitié nu que je n'avais pas forcément, parce que dans la danse classique, c'était souvent, voilà, j'ai eu ma poitrine est arrivée d'un coup, etc. Et on me disait range tes montgolfières, ouais. Il fallait être comme ça, d'une manière. Et là, que tu sois petit, grand, rond, pas rond, tordu, on s'en fout. Tout le monde fait de la pole dance. Et tu t'es trouvée belle la première fois, peut-être, ouais. de ton chemin? Ouais, complètement. Et puis surtout avec des gens qui s'en foutent. Ils trouvent ça beau. Et c'est au-delà de la norme physique. C'est qu'est-ce qu'on arrive à faire avec son corps. C'est ça. Tu arrives à faire cette figure. Ouah, moi, j'arrive pas. Comment tu fais? Et en fait, ça prend toute une autre dimension. Que représente justement pour toi cette barre autour de laquelle tu t'exprimes? Est-ce que c'est le lien à la terre? Est-ce que c'est le lien à l'enfance, celle que tu étais? C'est quoi cette barre autour de laquelle tu t'entortilles? Je crois qu'il y a vraiment ce côté circulaire, déjà de tourner, de transe. Et c'est pas une connexion que à la terre, ou que c'est une connexion à la terre et au ciel. Et à tous ces aspects de moi, en fait. Donc quand je danse, quand je suis autour de cette barre, et puis je me sens en plus soutenue. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent on m'a dit on oublie qu'à la barre. Du coup, c'est un soutien invisible, comme un fil qui me tient.
et qui est là, mais sans être là, en fait. D'autant que tu maîtrises, parce qu'il y a cet exercice, ce geste que tu fais qui est assez vertigineux, où tu es tout en haut de la barre et où on te voit descendre très rapidement et on se dit mais elle va tomber, elle va se faire mal, et à quelques centimètres du sol, ça dit quoi? Ben, je crois qu'il y a cette maîtrise. Ouais. C'est toi qui décides. Ouais, il y a la maîtrise qui est, comme je dis, la discipline c'est une muse, donc, et j'y mets aussi la maîtrise dans cette discipline. Comme je reprendrai les mots de Marie-Agnès Gillot. La danseuse étoile. Ouais, qui a dit quelque chose qui est pour moi une phrase très très clé. La discipline, c'est la base de ma liberté et pas l'inverse. Donc c'est une structure qu'on peut déstructurer. Nous vous souhaitons de lumineuses et joyeuses fêtes de fin d'année et vous donnons rendez-vous dès lundi prochain pour de nouvelles interviews sur Entre vous et moi, disponibles en vidéo et en podcast.